This is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. ثورة تنفجر على مر الأيام. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureuses et heureux d'être parmi vous pour un nouveau numéro où nous retrouverons Dahou Djerbel et Bedia Haddad qui analyseront les différentes tendances à l'intérieur du PPA-MTLD et ce sera dans Téléhouna. Dans Art et Révolution, rappelez-vous, la semaine dernière il a été question d'une œuvre de l'artiste peintre Mohamed Dissiakhem. Et bien aujourd'hui, nous avons de nouveau le plaisir de recevoir Madame Nadera Lagoun, enseignante à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, critique d'art, commissaire d'exposition, pour partager avec nous un autre coup de cœur, et ce sera autour d'une œuvre de Mohamed Khedda. Pour les échos sonores dans Bekri, c'est notre amie et réalisatrice Fatema Sadri qui nous a concocté un petit mix autour du congrès de la Soumam. Et oui, car avec notre invité dans l'espace Hiwar, M. Khalfa Mamri, il sera question de Aben Ramdan et du congrès de la Soumam. Mais bien sûr, là tout de suite, c'est Rachida Mansef qui va nous gratifier de son billet. Le billet de Rachida Mansef. Plus on entre dans les arcanes de la révolution algérienne, plus on prend conscience que cette lutte de libération nationale, menée par des millions d'hommes et de femmes, et l'indépendance acquise, sont dues également à une succession de coups de génie et à des hommes d'exception, habités par les souffrances de leur peuple humilié et profondément inscrits dans leur temps. Semer l'idée d'indépendance, par exemple, dès le début du XXe siècle, et pendant des dizaines d'années, et à contre-courant, en est un que l'on doit au père du nationalisme algérien, Messali Hadj. Regrouper quasiment toutes les forces nationales dans les AML pendant les années 40 en fut un autre, grâce à Farhat Abbas. Rappeler l'identité algérienne, sillonner le pays jusqu'à ses confins pour réanimer l'histoire de la région et défendre la personnalité algérienne et celui de Abdelhamid Ben Badis. Mais le plus grand coup de génie, sans doute aucun, sera l'œuvre des 6 ou des 9 historiques qui allumèrent la mèche en dépit de conditions matérielles désastreuses. En militants expérimentés et attentifs aux soubresauts qui secouaient le monde, eux avaient saisi que des forces aveugles et colossales annonçaient la fin possible du système colonial. Ils avaient saisi que les conditions matérielles importaient peu, quand un grand rêve s'offre à des masses désespérées par les impasses répétées, parce qu'il ouvre, de façon formidable, la perspective de conduire à un monde nouveau, et qu'il engendre la détermination à lutter jusqu'au bout parce que, n'ayant plus rien à perdre. Lorsque Aben Ramdan sort de prison début 55, le pas a été franchi. Et nouveau coup de génie, car avant même de commanditer les missions d'observation afin d'établir le bilan des effectifs matériels et humains, de mener contacts et discussions effrénés avec tous, il pressent que le combat armé, courageusement mené jusque-là,
a besoin d'une direction réelle, efficace, présente et collective pour l'armée et le coordonner. C'est cet objectif qu'en bon jacobin, marqué par les leçons du 1789 français, il réalisera en travaillant inlassablement à l'organisation du congrès de la Soumam, le 20 août 1955. Ainsi fut fondé l'État algérien avec ses institutions et ses orientations. Ben Ramdan sut tirer parti des événements qui marquèrent les années 55 et 56. Il comprit le rôle recruteur de la répression coloniale, surtout après le 20 août 1955, et l'importance de l'information et de la propagande. Travailleur acharné, il se montra capable de décider, de trancher, de prévoir et d'organiser. Le contexte servit son projet de centralisation. Il fut servi, par exemple, par l'écroulement des forces modérées, déçues par leur contact avec Soustelle et une France incapable de céder sur l'accessoire, arc-boutée à son exigence de cessez-le-feu préalable. Les élus de l'Assemblée algérienne démissionnèrent les uns après les autres. Les 61 conduits par le docteur Benjelloul, dont le texte reconnaissait de façon incroyable l'aspiration nationale, suivi par 130 élus de l'UDMA de Farhat Abbas. Le président de l'Assemblée algérienne lui-même, Abdelkader Saïh, démissionnera à son tour. Les législatives prévues en janvier 1956 furent impossibles à organiser et l'Assemblée algérienne fut dissoute le 11 avril 1956. Sur le front, les zones auxquelles les armes étaient inégalement distribuées se retrouvèrent soudées. Ben Mehdi lui-même était allé demander des comptes à la délégation extérieure du Caire et en revint ulcéré. À son retour, il rencontra pour la première fois Ben Ramdan, en qui il trouva un militant infatigable et dévoué, animé par une vision moderne et fédératrice. Hiwar. Eh bien, nous passons donc à Hiwar maintenant. Monsieur Khalfa Mamri, bonjour. C'est gentil, merci. On va vous présenter quand même Très à bien. nos amis auditeurs et auditrices. C'est gentil. Donc vous êtes docteur d'État en sciences politiques, Oui. ancien maître de conférences, ancien ambassadeur, ancien député, mais toujours jeune. C'est gentil. Vous êtes aussi donc l'auteur de nombre d'ouvrages, notamment sur les constitutions algériennes, sur Mohamed Boudiaf, l'Arbi Ben Mehdi, le colonel Lotfi, et surtout sur Ben Ramdan, dont il sera question aujourd'hui avec le congrès de la Soumam, bien sûr. Alors, concernant Ben Ramdan, M. Khalfa Mamri, il n'était pas parmi les 22, donc pour le déclenchement du 1er novembre, puisqu'il était en prison à ce moment-là de toute façon, suite à l'affaire de Los en 1951. Il est libéré en 1955, contacté par Karim Belkacem, et là donc il rentre dans le FLN et commence à voir la situation, donc à jauger, on va dire, la situation depuis. Donc ça faisait 1 an que le 1er novembre avait été donc enclenché. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, monsieur Khalfa Mamri? Qu'est-ce qu'il constate? Écoutez, je crois qu'il faut donner un tout petit peu plus de précision. Oui. J'ai eu la chance, évidemment, de contacter les personnes qui ont eu pratiquement les premiers contacts avec Ben qui est sorti de prison. Moi, je situe son retour à Zouza, c'est-à-dire sa terre natale, en Kabylie, vers début janvier 1955. Est-ce que c'est décembre ou janvier? La première personne qui est allée voir Ben Ramdan sorti de prison, c'était de la part de Reb Habitat, qui était à l'époque, bien entendu, suivant ce qui avait été décidé le 1er novembre 1954, le responsable de la zone centre, ou zone on 4. pourrait dire l'Algérois, pratiquement. Il lui a envoyé un wali
enfin qui est devenu Wali par la suite, Wali de Tamanrasset, avec une lettre. En lui interdisant bien entendu d'ouvrir la lettre, etc., ce qui ne se faisait jamais. Donc, il est reçu par Abban Hamdan, c'était pratiquement le premier visiteur, avant Karim Belkacem. Le premier visiteur est à Zouza, son village natal. Je n'ai pas envie de me déplacer, mais j'ai l'habitude de marcher. Abban Hamdan va avec son messager, lui dit non, on ne va pas rester ici. Ils sont allés dans un courbi qui est en bas de sa maison. Et il lit la lettre. Et il dit à son messager, heureusement que les Français ne vous ont pas arrêté, parce que cette lettre aurait absolument décapité la révolution algérienne. Donc voilà comment Abban Hamdan a eu, si vous voulez, le premier contact avec un personnage important. Rabah Habitat était parmi les 6 qui ont eu l'honneur absolument inouï de déclencher la guerre d'Algérie. Il faut peut-être les rappeler pour nos auditeurs, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de le rappeler. Je pars de l'Est plutôt. Première zone de combat, c'est Bomboulourit. Deuxième zone de combat, c'est le nord constantinois, c'est Didouche Mourad. Troisième zone de combat, c'est la Kabylie, c'est Karim Belkacem. Quatrième zone de combat, c'est l'Algérois, disons, ou le centre, c'est Rabah Habitat. Ben Mihdi, c'est pour l'Oranie, n'est-ce pas? Et enfin, Boudiaf devait faire la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Mais il faut absolument que les gens comprennent que Boudiaf a quitté l'Algérie 2 ou 3 jours avant le 1er novembre, c'est-à-dire avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, et qui ne sera de retour que menottes au poignet, le 22 ou le 26 octobre 1956, arrêté avec les... Donc voilà comment Abban Hamdan est entré, si vous voulez, pour la première fois dans la révolution. Mais vous avez entièrement raison, c'est Karim Belkacem qui l'a pris en main, physiquement si je puis dire. Et là, j'ai eu la première personne, et je voudrais lui rendre hommage parce que je suis ému en rappelant son nom, c'est Rabah al-Khdar. Karim Belkacem, qui connaissait évidemment Rabah al-Khdar, qui était simple commerçant en bas de l'immeuble, n'est-ce pas? Donc Abban Hamdan arrive chez Rabah al-Khdar avec les recommandations suivantes de Karim Belkacem. Tu te mets vraiment à la disposition de ce monsieur, sans demander qui il est, et sans t'interroger sur ce qu'il va te demander. Tout ce qu'il te demandera, tu le feras, bien entendu, dans la mesure du possible. Mais rien d'autre. Tu obéis vraiment au doigt et à l'œil à ce que te dira. Il lui a même pas dit son nom, à Abban Hamdan. Et évidemment, Abban a tissé une toile absolument. Tous les joueurs de Bahladar me disaient, bon, j'avais un contact avec X, Y, va voir ceci, va voir cela. Bon, évidemment, Abban, lorsqu'il est installé à Alger, bon, il n'était jamais au même endroit, il changeait continuellement. Mais la première personne, et il est venu dans une camionnette de laitier, de Kabylie au ruisseau. Voilà comment Abban Hamdan est entré en quelque sorte, si vous voulez, dans la guerre de libération nationale. Moi, je situe ça pour que les gens comprennent. On n'a pas de date précise, donc il ne faut pas tricher avec l'histoire. Je situe ça entre février et mars 1955. C'est-à-dire 3 mois ou 4 mois après le déclenchement de la guerre de libération nationale. 1er novembre 54, donc février-mars, c'est 3 mois ou 4 mois après. Oui, donc là, il arrive, c'est ça, 3 mois, 4 mois après. Et là, il commence donc un peu à jauger de la situation et il décide d'organiser un congrès. Pourquoi alors Ah non, alors là, il a mis du temps. Il a mis du temps. N'oubliez pas, les dates sont extrêmement importantes. Je vais essayer de revenir continuellement, au risque même de vous embêter, de vous ennuyer. Mais pas du tout. Non. Le congrès de la Chouma, on va donner des dates. C'est le 20 août 1956. Oui. Abban est installé début janvier, février, mars 55 à Alger. Donc il va mettre pratiquement 1 an pour faire face. Mais il avait une idée, comme seul Abban pouvait avoir des idées. Une idée fixe, absolument indestructible. C'est un monsieur qu'on disait carré. Oui. Mais vraiment, il avait des jugements définitifs. Il avait, si vous voulez, en quelque sorte, je dirais, une phrase d'un homme célèbre du général. Il était sûr de lui. Il avait trop de certitude. Il était même, je peux utiliser cette expression, dominateur. Il avait une idée relativement désastreuse de la préparation de la guerre de libération nationale. Et malheureusement, les événements lui ont donné raison. Parce que lorsque vous lisez la littérature de l'époque, la guerre de libération nationale a été probablement l'une des guerres les plus improvisées de la planète. Il ne faut pas oublier que le MTLD, qui était le parti radical ou le parti pour l'indépendance, a éclaté en décembre 1953.
Bon, qu'il y a eu deux congrès, un contre-congrès et un contre-congrès entre les centralistes et les messalistes, et qu'en mars 1954, évidemment, Boudiaf et du Douche-Moulad organisent ce fameux CRUA. Oui. Mais CRUA qui a éclaté, contrairement à ce que disent les gens. Parce qu'il y a eu, on dit, les Constantinois, les autres, etc. Bon, oui, en juin 1954, donc moins de 6 mois, vous vous rendez compte, de mars 54 à juin, ils décident de lancer une guerre contre, excusez-moi du peu, la 4e puissance du monde. La France, bon, je voulais faire le tableau de l'état des forces. Quel était le visage de l'Algérie en 1954? Visage du côté algérien, bien entendu, on ne disait pas algérien, côté musulman ou indigène ou autochtone, peu importe. Et quel était le visage de la France? Les gens oublient que la France, qui a été défaite en 2 semaines pendant la Deuxième Guerre mondiale, a refait toutes ses forces en 1954. Elle est devenue membre de l'OTAN, qui a été créée en 1949. Elle est devenue membre permanent du Conseil de sécurité. Il n'y en a que 5 dans le monde, n'est-ce pas? Et même sur le plan militaire, elle avait refait toutes ses forces. Donc, il décide de déclencher la guerre de libération nationale et dans l'improvisation la plus totale. Si vous voulez vraiment que je vous donne la preuve de tout ça, lisez véritablement le procès verbal de la plateforme de la Soumam au Congrès, lorsque, donc ils se sont réunis, mais je ne vais pas anticiper, chacun d'eux a dit quelles sont vos forces, monsieur Ben Midi, quelles sont vos forces, monsieur Omran, quelles sont vos forces, monsieur Karim Belkacem. Qu'est-ce que vous avez, comme argent, comme arme et comme djounoud. Oui. Je vous assure, c'est squelettique. C'est squelettique. Et Abben a eu cette expression dès le départ, vous êtes des criminels d'avoir lancé une guerre de libération nationale contre la 4e puissance du monde dans ces conditions. Et il s'est mis, bien entendu, à travailler. C'était l'un des hommes les plus radicaux du PPA de l'époque. Contrairement à ce que disent les gens. Il n'était pas du tout modéré, il n'était pas du tout doux, il était vraiment, je m'excuse du terme, presque extrémiste. Indépendant jusqu'au bout. Son expression, il l'indiquait. Indépendance, c'est tout, rien d'autre. Donc, il s'est mis, évidemment, à dire aux gens, bon, si vous voulez vraiment qu'on batte la France, il faut être tous ensemble, il faut rassembler le peuple algérien sans absolument aucune distinction. Vous êtes Udma, Farhat Abbas, vous êtes les ulémas, les Kherdin, ou la Cheikh Bachir Brahimi. Oui. Ça ne me regarde pas. Il parle des Israéliens. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que, c'est Bardar qui me disait, est-ce que tu es pour l'indépendance de l'Algérie ou pas? Et je veux lui mettre le doigt dans l'engrenage pour qu'il soit pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà comment il a préparé. Mais les gens oublient que jusqu'au congrès de la Soumam, si vous voulez qu'on fasse l'état des lieux, et je vous en conjure, je conjure les gens qui vont m'écouter ou vous écouter, qu'ils regardent la plateforme de la Soumam. Elle existe partout. Oui, oui. Dans le livre de Harbi, Archives de la sur Révolution Internet, on la algérienne, télécharge. il y a un document qui a été publié par le ministère de l'Information de l'époque et qui le donne ici. Donc il y a tout. Monsieur C'est Hassan sur squelettique. Internet, on la télécharge. Oui, oui, c'est squelettique. Il n'y avait Voilà. absolument rien. Donc Abben s'est mis... Et puis en plus, c'est pas Lacoste, c'est Sustel qui était gouverneur général de l'Algérie à l'époque. Il cherchait ce qu'on appelait la 3e force. Il cherchait à s'entendre avec les centralistes, il cherchait à s'entendre avec les messalistes, il cherchait à s'entendre, bien entendu, avec les modérés, etc., etc. Et Abban a fait un tract absolument extraordinaire. Abban a remplacé un peu Bitat, parce que Bitat a été, je crois, arrêté autant que je me souvienne, mais je vous donnerai les dates précises si vous voulez, en mars 55. Est-ce que le hasard fait bien les choses ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, Abban, au moment où il s'installe à Alger, il était rien, il était simple conseiller. Et puis subitement, évidemment, Reb Habitat a été arrêté dans un guet-apens du côté de la Casbah, n'est-ce pas? Ou même Abban, Krim et Oman ont failli se faire arrêter en même temps. Parce que c'était une réunion pour parler évidemment de l'acheminement des uns. Donc Abben s'est mis dans la tête, ça a été improvisé, ça a été précipité, en dehors des chefs il n'y avait rien. Bon, Ben Midi était un homme courageux, Krim était un homme courageux, Ben Boulaïd aussi, mais qu'est-ce que vous avez comme force? Oui. On avait dit au pape, quelles sont ces divisions? Il n'y avait rien. Ou des fusils de chasse, Oui. ou bon, pas de munitions, pas d'argent, pas d'hommes, etc. Abben s'est mis à forger tout ça.
s'est mis à forger tout ça, et il est devenu, je vous assure, par la force des choses, par le travail. Il n'y avait aucun statut, il n'y avait aucune réglementation. Et encore une fois, faites-moi la gentillesse de lire la proclamation du 1er novembre. Je vous la montre. Vous êtes deux dames que je respecte beaucoup. Il y a 2 pages. Voilà comment est partie la guerre d'Algérie. Il n'y a rien. Nous l'avons lu. Alors, moi, ce que j'ai dit, j'ai critiqué, peut-être à outrance, de façon non pas méchante, mais de façon scientifique, c'est qu'une guerre démarre sans qu'il y ait un commandement unifié, sans qu'il y ait une vision d'ensemble. Il n'y avait pas de chef pour la guerre d'Algérie. Il y avait les fameuses zones, chacun était à peu près libre dans son secteur. À un point tel, et excusez évidemment la référence que je vais prendre, c'est Bentoubad lui-même, qui dit dans les archives de la Révolution algérienne, conférence faite longtemps après, le 5 février 1960, on était pratiquement 6 peuples, 6 régions, 6 commandements, 6 visions, 6 projets politiques. En plus, et ça je le tiens de Saad Dahlab en personne, Abban donc est installé à Alger, il a mis à peu près 1 an pour assembler les forces. On lui doit 2 choses. En 1 an, disons le printemps 55, printemps 56, 1 an. Disons avril-mai 55, avril-mai 56. Dans cette année, il a rencontré les centralistes. Farhat Abbas à 2 ou 3 reprises en haut de la rue d'Idouche Mourad. Il a rencontré les ulémas. Il a rencontré tout le monde en leur disant la seule chose qui m'intéresse, c'est terminé. C'est à titre individuel, vous entrez. Il ne peut pas y avoir 2 FLN. Bon, on peut parler du MNA. C'est un homme qui a été carré. Il ne peut y avoir qu'un seul mouvement qui représente l'Algérie et le combat algérien, parce que les affaires sont tellement difficiles, on ne peut pas vaincre l'armée française, on ne peut pas vaincre la 4e puissance du monde, si on s'amuse à être divisé. Il a été fédérateur. Donc, il a réussi en 1 an, évidemment. Saad Dahlab me reçoit chez lui. Saad Dahlab est un personnage important, puisqu'il a terminé en tant que ministre des Affaires étrangères du GPRA de la Révolution algérienne. Il m'a juré que Abban l'a envoyé vers... Il ne le connaissait pas. C'est Ben Khadda qui a recommandé à Abban. Si vous me dites comment Ben Khadda est entré dans la guerre de libération, je vais vous dire aussi. C'est lui-même qui me l'a dit. J'ouvre cette parenthèse pour vous dire l'importance de Abban. Ben Khadda me dit, bon, personne ne savait qui avait lancé le 1er novembre 1905. Tout le monde était désemparé. En dehors des 6. Même les 22 ne savaient pas. Enfin, les 22 étaient démantelés après. Qui c'est qui a... Bon. Moi, j'ai fait dans le gros livre sur Abban Hamdan, je suis allé à la wilaya d'Alger, j'ai voulu compulser l'écho d'Alger, le journal d'Alger. Oui. Tous les partis de l'époque, où ils étaient hésitants, où ils ne savaient pas qui avait déclenché la guerre, où ils avaient condamné, parce qu'ils pensaient que c'était vraiment de l'aventurisme. C'était vraiment du bricolage. Ben Khadda voulait à tout prix entrer dans la guerre. Et il avait, j'utilise l'expression, il avait le nationalisme dans le sang. Il était patriote, si vous voulez, dans son âme. Il part avec un monsieur que j'ai connu, qui était en France, qui a été chef de la Fédération de France, Louinché, Salah Louinché. Il téléphone, paraît-il, mais un simple téléphone de l'époque, comme quoi vraiment la guerre peut se faire à partir, si vous voulez, d'anecdotes. Il téléphone à Haïdar au Caire. Il savait que Haïdar était au Caire. Bon, évidemment, Ben Khadda était le secrétaire général du MTLD dissous, n'est-ce pas? Et il téléphone pour dire, bon, écoutez, on aimerait bien, nous, les gens, les centralistes, retrousser nos manches et entrer dans les rangs de la Révolution. Il fixe rendez-vous à San-Remo, dans le nord de l'Italie, à Louinchi et à Ben Khadda. Ben Khadda, qui deviendra le 2e président du GPRA. Oui. Et qui il trouve là-bas? Il trouve Ben Bella, à la place de Haïdar. Bon, allez, Ben Bella venait du Caire. Wesh Brita, c'est Ben Khadda. On voudrait, évidemment, nous aussi, participer au combat de libération. Quel loup? Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un monsieur qui s'appelle Abban Hamdan, il ne le savait pas, qui est à Alger. C'est lui. Qu'est-ce que vous tirez de la conclusion de ça?
Deux personnages aussi importants, Ben Bella et Ben Khada. Ça prouve que le patron déjà de l'époque, c'était Abban Hamdan. C'est lui qui pouvait admettre ou ne pas admettre quelqu'un dans la guerre de libération. Je reviens à Saad Halab, donc qui a été recommandé par Ben Khada. Ça c'est extrêmement important. Parce qu'on est toujours dans l'état des lieux. Il l'envoie pour savoir ce qui se passe. Il n'y avait absolument aucune liaison, aucune coordination entre les zones de combat. Je vous parle encore une fois du printemps 55. Hein. Entre printemps 55, je ne peux pas vous dire quel est le mois. Printemps 55, printemps 56, un an. Il dit, bon, si Saad, Medebik, il faut essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les Aurès. La zone numéro 1, les Aurès, bon, il savait que c'était Boumboulaïd, mais il n'avait absolument aucune information. Alors, je vous prends à témoin, vous qui êtes les animatrices de cette émission. Aucun des chefs de la Révolution ne savait ce qui se passait à 200 ou à 300 km. Personne. Pire encore. Saad Halab prend le chemin, il arrive chez Zérout Youssouf. Je vous jure sur la tête de mes enfants, c'est Saad Halab qui me dit ça. Je peux même vous donner la date et l'heure à laquelle il m'a reçu à Hydra. Il m'a dit, j'arrive sur Zérout. Oui, je dis que, bah, il ne devait pas se connaître non plus. بعثني واحد السيد عبان رمضان مسؤول كبير, enfin un dirigeant important d'Alger. Il voudrait savoir ce qui se passe pour la préparation du congrès. Il voudrait savoir ce qui se passe dans les Aurès. Que devient Ben Boulaïd. Saad Halab a été d'une courtoisie, d'une aisance, d'un accueil absolument plus que fraternel, maternel presque. Il me dit, Zérout était vraiment gêné. Lui-même n'avait aucune info. Il m'a dit, il s'est mis à se torturer l'esprit pour lui dire, je crois savoir, mais je ne suis pas sûr que Ben Boulaïd serait mort. Dans quelles circonstances, je suis incapable de vous le dire. Et Saad Halab me parlait en arabe. Il m'a dit donc qu'il abrite, bon, je ne parle pas en arabe. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non, non. Maintenant, il a صدقتني واللي للجزائر باش تقول للناس باللي بن بولايد على حساب زيروت يوسف, Zérout qui avait remplacé Doudou Chmounad qui avait été tué en janvier 55. Vous vous rendez compte? Donc la guerre de libération a commencé en novembre. En novembre, il ne s'est pratiquement rien passé, décembre, rien passé. Et janvier, l'un des plus grands chefs a été tué. Bon, quelques temps après, Reb Habitat, 2 ou 3 mois après, a été arrêté. Bon, Malish. Je reviens à Saad Halab. Il dit, maintenant, si tu veux poursuivre ton chemin, je te donne une escorte. Je te garantis que tu vas arriver dans les Aurès. Saad Halab n'a pas fait le chemin. Il est revenu, ayant cru, disons sincèrement, ce que lui avait dit quand même un grand chef des Zérout Youssouf, qui dirigeait tout ceci pour vous dire... L'auteur du 20 août 55. Oui, tout ceci pour vous dire que peut-être de Skikda ou de Gigil, il ne savait même pas ce qui se passait à 100 km. Voilà l'état des lieux de la Révolution. Donc ça, c'est l'état des lieux, M. Khalfa. C'est-à-dire, il y avait véritablement un isolement, il y avait affaiblissement, les gens étaient terrés lorsque la France a réagi très vite et très fort. Dans la nuit du 1er novembre au 2 novembre, 60 000 militaires, je crois, sont arrivés à Alger. Dépêchés évidemment par là. Donc là, il y a eu un manteau qui s'est étendu sur toute l'Algérie. La France voulait étouffer, pas écraser, étouffer carrément la guerre de libération nationale. Donc Abban, ayant eu cette photographie dans les yeux, il s'est dit non, c'est pas possible. On n'ira pas très très loin. Et ce que j'ai appelé dans mon livre le spectre de la défaite était réel. Bon, il avait en tête Abdelkader, il avait en tête les vaillants combattants de toutes les insurrections, les résistances, les émeutes, etc., jusqu'au 8 mai 45 avec Messali Hadj. Alors que, mesdames, je vous le dis, et je le dis pour les auditeurs aussi, et ce n'est pas ni de la méchanceté de ma part, ni de la médisance, mais les guerres entre 1830 jusqu'à 1954 étaient plus gagnables que la guerre de 1954. Je l'ai expliqué à l'adresse des petits écoliers algériens ici, en leur disant que pendant toute cette période, le combat était d'homme à homme. Le combat était d'homme à homme. Il ne pouvait pas, et on pouvait même considérer que l'Algérien, enfin appelons-le l'Algérien de l'époque, était plus solide que le Français qui ne connaissait pas l'Algérie. Il n'y avait pas de
peuplement français en 1830 ici. Il n'y avait pas de peuplement. Alors- Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de... Alors, Oui, monsieur je Khalfa vous en Mamri, prie, oui. juste, vous avez parlé des lycéens, donc c'est pour justement dire s'il y a des lycéennes et lycéens qui nous écoutent, vous pouvez trouver l'ouvrage Aben Ramdan, finalement le père de l'indépendance, de Khalfa Mamri, aux éditions Tella. C'est la 7e édition, d'ailleurs augmentée. Oui. On recommande à nos lycéens de le lire. Très, très Alors bien. maintenant, vous savez très bien que nous sommes limités par le temps, monsieur Khalfa Mamri. Je vous en prie. Donc nous devons arriver donc au congrès de la Soumam. Donc le congrès de la Soumam avait pour, j'allais dire, point de départ, de mettre un peu de l'ordre dans tout ça, d'unifier les rangs. Il y avait des combattants dans toutes les régions, il y avait de grands chefs très très prestigieux, qui ont tous été tués pratiquement dès le départ pour la plupart. Il ne restait plus pratiquement que Ben Mehdi et Kerim Belkacem. Bon, Ben Boulaïd avait été tué, Didouche avait été tué, Zirout avait été tué, Bitat avait été arrêté, etc., etc. Donc il s'est dit, il faut absolument rassembler, réfléchir et donner, si vous voulez, un nouveau départ, un nouveau souffle, un nouveau son à la guerre de libération nationale. Et sa première lettre, c'est très tôt, hein, qui recommande aux gens du Caire, pour la première fois, le congrès de la Soumam a été, comment dirais-je, évoqué le 20 septembre 1955. Donc Aben a réagi très très vite, honnêtement, parce qu'il s'est écoulé 22 mois entre le 1er novembre 54 et le 20 août, que tout le monde compte à sa manière, n'est-ce pas, au 20 août 56, date du congrès. Pendant cette période, et là aussi Mamri ne critique pas, mais il observe scientifiquement, si vous voulez, l'évolution de notre pays et de la guerre de libération, il ne s'est rien passé. Aucun des leaders que je vais citer n'a évidemment, comment dirais-je, imaginé, conçu, organisé un congrès. Je peux les citer, il y avait 6 au Caire, Ben Bella, Boudiaf, ils n'étaient pas encore arrêtés. Ils seront arrêtés en octobre 56, n'est-ce pas? Alors, il y avait Boudiaf, il y avait Aït Ahmed, il y avait Khidr, il y avait Lamine de Barine, etc. Mais à Alger, c'était la même chose. Il y avait Krim, il y avait Didouche qui n'était pas encore décédé, ou Bitat. Mais personne n'a pensé, après le 1er novembre 1954, de remplir les trous qui avaient été laissés par les déclarations du 1er novembre. Je répète encore une fois, quitte à lasser les gens, on ne peut pas lancer une opération sans commandement. Et donc, apporte ce congrès. Alors, le congrès de la Soumam, c'était, je vous dis encore une fois, pour organiser et rassembler tout le monde. D'accord. Ah, il a mis un terme. Bon, il avait rencontré Abbas, il l'avait envoyé au Caire, il avait rencontré Cheikh Khaireddine qui m'a reçu chez lui à Diyar al-Marsoul, qui m'a raconté une histoire absolument délicieuse. C'est un monsieur qui avait préparé une corde. Cheikh Khaireddine, c'est la parenthèse. Il avait, bon, j'étais parti avec Ben Haddad Yarahmou, et Aben était allé pour voir Cheikh Khaireddine pour qu'il rentre dans la guerre de libération. Et Cheikh Khaireddine m'a dit, bon, Diyar al-Marsoul, tout le monde connaît, enfin, les Algériens connaissent, il était au 3e étage ou au 2e étage, il a préparé une corde pour que Aben puisse éventuellement sauter par la fenêtre au cas où il y aurait une perquisition de l'armée française ou des policiers français. Donc c'est vous dire, Cheikh Khaireddine a été envoyé par la suite par Aben au Maroc, n'est-ce pas? Donc c'était pour rassembler, mettre de l'ordre et fixer le cap, la vision. Voilà véritablement le congrès de la Soumam. Ils se sont réunis à 6. 6 ont déclenché la guerre. Je les ai dit tout à l'heure. Je vais rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, aussi bien dans le livre de Yves Courrière que dans Harbi. Je vais même vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi. Donc il n'y a eu que 6 congressistes. 1, Ben Mehdi, qui a présidé le congrès. 2, Omran, qui y avait remplacé Bitat pour la wilaya, enfin, on appelait zone 4. Zone 4. Kerim Belkacem pour la Kabylie. Aben, il s'est intitulé le délégué du FLN. Et 2 pour le nord constantinois. Zirout Youssef, qui était le chef, et son adjoint, Ben Toubal. Alors, beaucoup de gens, j'ai lu ce dernier temps... Et de la une, alors, de la une, il y avait ce problème de Ben Boulaïd.
Oui, qui Alors, était en fait... je vous remercie encore une fois de m'avoir interrompu, de me rappeler ça. Il faut absolument que vous et moi répétions à chaque fois que Ben Beloued était mort en mars 56, c'est-à-dire mars, avril, mai, juin, juillet, août, à peu près 5 mois avant le congrès de la Somme. Il ne pouvait pas participer. Suite à son décès, apparemment, la zone 1, donc les Aurès, avait été en plein trouble pour des problèmes de succession à Ben Bon, Beloued. il y avait 3 zones. Il y avait Abbas Al-Ghrour, Chihani... Il y avait son frère, Omar Ben Beloued. Oui, non, mais il n'était pas chef de zone. Il n'était pas chef de zone. Il y avait 3 chefs de zone. 3 chefs de zone qui sont Abbas Al-Ghrour, Adjoul. Voilà, Adjoul. Et évidemment, chacun d'eux voulait succéder à Ben Midi. C'est ce qui a expliqué, évidemment, ce qui s'est passé par la suite. Oui, à Ben Beloued. À Ben Beloued. Oui. Voilà. Chacun des 3 chefs de zone, qui étaient en titre, que j'ai ici dans ce livre, n'est-ce pas? On va les répéter, si vous voulez bien. Donc voilà les 3. Il y avait Chihani Bachir, Adjoul et Abbas Al-Ghrour. C'était les 3 chefs de zone qui, chacun d'eux, prétendait à succéder. Oh, il y a eu une guerre. Voilà. Donc d'où l'absence, en tout cas, d'où l'absence de la zone 1. Voilà. Bon, et puis, beaucoup de gens parlent des territoires du Sud. Il n'y avait pas de territoire du Sud. C'est-à-dire, si Chérif avait été envoyé, en quelque sorte, il avait envoyé un rapport, il n'a pas pu participer. Alors, en ce qui concerne la délégation extérieure, j'aimerais vous lire avec votre permission, parce que là, les documents ne mentent pas. Mamri peut dire une bêtise, il m'arrive de dire des bêtises. Mais un document de l'époque est absolument infalsifiable. Donc la délégation extérieure qui était au Caire, c'est ça? Qui était au Caire et qui était constituée d'ici. Voilà ce que dit Abban, Alger, le 3 avril 56. Donc on est à 3 mois, 4 mois, aidez-moi pour savoir. Avril, mai, juin, juillet, août. On est à 5 mois du congrès. 4 mois. 5 mois. Non, 5 mois. Et le 20 août. Alors, nous demandons au frère Khedar de le rappeler. Alors, bon, Abban, j'irai un peu plus loin, avec votre permission. Je vais lire rapidement. Dans cette réunion seront réglés tous les problèmes et nous dissiperons tous les malentendus. L'intérêt du pays exige cette réunion, car nous ne vous cachons pas que si la situation actuelle dure, nous allons vers une catastrophe. Vous entendez? La France est décidée à nous écraser. C'est une lettre de l'époque. Des cris d'alarme nous parviennent de tous les chefs de zone et de région, particulièrement du nord constantinois et de la Kabylie. Ils nous demandent de vous dénoncer, ils s'adressent aux gens du Caire, publiquement. Des groupes entiers, je vous assure, ils n'exagèrent pas. Moi, j'étais de l'époque. Des groupes entiers ont enterré leurs armes, faute de munitions, et se sont mêlés à la population. J'en ai pas pour longtemps. Encore une demi-page. Le découragement s'empare du peuple qui commence à nous lâcher. Il faut que les gens comprennent comment c'est passé. Des régions entières, elles sont nombreuses, demandent la protection de l'armée française. C'est en un mot le commencement de la fin. Nous espérons que vous serez au rendez-vous, donc il appelle les gens du Caire à venir. Sinon, nous prendrons seuls de grandes décisions et alors vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Il est menaçant. Nous demandons au frère Khedar, parce que c'était un peu le coordinateur de l'équipe du Caire, de le rappeler par télégramme. C'est-à-dire non seulement il peut leur dire verbalement comme ça, mais il faut un écrit. Par télégramme à tous les autres frères pour que chacun prenne ses responsabilités. La rencontre avec les 2 délégués qui rentreront du Caire devront être choisis, écoutez bien, parmi le comité des 6, Khedar, Aït Hamed, Lamine, c'est Lamine de Barine, Ben Bella, Boudiaf et Ben Midi. Ben Midi, à l'époque, qui était chef de ranée, était au Caire. Envoyez de préférence Ben Bella, si vous voulez lire avec moi, vous lisez, et Aït Hamed, ou Ben Bella et Khedar. Donc il avait une préférence pour, bien entendu, pour que Ben Bella, qui était chargé de la fourniture des armes, soit présent à ce congrès de la Somme. Qu'il ne se soit pas présenté, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Parce qu'un dirigeant connaît bien son pays, il aurait pu entrer par l'Oranie, il aurait pu entrer par la Tunisie, ça ne regardait pas Abban Hamdan. Oui, bien sûr. La preuve, c'est que Ben Midi était au Caire. Ben Midi a trouvé le moyen
d'entrer par ses propres moyens, évidemment, et de venir assister. Puisque j'ai une photo ici qui indique que, bien entendu, Ben Midi est allé côte à côte avec Abban Ramdan, escorté par Dhilis, pour assister au congrès de la Soumam. Est-il vrai, monsieur Khalfa Mamri, oui, que Abban Ramdan ait constitué un groupe de réflexion pour préparer ce congrès de la Soumam? Et ce sont les membres de ce groupe de réflexion qui auraient rédigé des parties de la proclamation de la charte, de la plateforme de la Soumam. Oui. Là, vous avez entièrement raison. Bon, c'est un point, je vous remercie de me soulever ça, de soulever cette question, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer l'un des rédacteurs, enfin une partie, de la plateforme de la Soumam. J'ai été reçu, au moment où je préparais le gros livre sur Abban Ramdan, par Abdelrazak Chentouf, qui était avocat à l'époque, et qui est installé au bout de la rue Ali Boumendjel. Et évidemment, sur ce document que j'ai ici, les textes fondamentaux du Front de Libération Nationale 1954-1962, Chentouf m'a pris par la main, qui est devenu par la suite un membre de l'exécutif provisoire. Donc il avait une importance au niveau du FLN. En gros, il y a eu, disons, 4 personnes qui ont rédigé la plateforme de la Soumam. Ouzgan était le plus gros contributeur, Ammar Ouzgan. Donc, je répète, Ammar Ouzgan a rédigé la partie la plus importante. Je peux vous indiquer quelle est la partie. Sur les mouvements de masse, notamment. Non, il a rédigé les mouvements, les syndicats, etc. Oui, bon. La révolution agraire, il a rédigé pas mal de... Il y avait Tmem qui avait rédigé, Abdelmelk Tmem, qui avait rédigé la partie économique, qui deviendra ministre des Finances, je crois, du président Chedli, si je ne me trompe pas. Hein. Mais il a été ministre des Finances. Est-ce que c'était avec Zawal Chedli? Je crois que c'était avec Chedli. Bon, il y a eu Abdelrazak Chentouf, maître Chentouf, qui a rédigé les professions libérales, parce qu'il était avocat. Il y a eu le Bdjaoui, qui a rédigé la partie pour les commerçants, etc. Et enfin, toute la charpente, l'harmonisation, les négociations, la politique extérieure, c'est Abban Ramdan, la partie politique, disons. Oui. Voilà quels sont véritablement les rédacteurs, les fabricants de la plateforme de la Soumam. Et Ben Mehdi aurait participé par ces longues discussions avec Abban Ramdan. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, Ben Mehdi, on m'a dit beaucoup de choses, notamment au niveau de l'Al-Talbi et au niveau également de Ben Khadda, parce que Ben Khadda était devenu membre du premier CCE avec Ben Mehdi. Donc, ils se voyaient pratiquement tous les jours. C'était une cohabitation atroce, puisque bon, il pouvait mourir dans l'instant qui suivait. Il me disait qu'il a été... Il s'appelait Hakim, son pseudonyme c'était Hakim, c'est-à-dire le singe. Et il était vraiment celui qui essayait de calmer un peu, parce que c'était volcanique, c'était éruptif, c'était explosif par moments. Et Ben Mehdi ramenait en quelque sorte la sérénité, la sagesse, le bon jugement pendant la guerre. Et Ben Khadda me disait, bon, on était absolument torturés, on ne savait pas à quelle décision.